Donc, sur ce troisième webinaire autour de la mobilisation des cadres de l'aide sociale à l'enfance, des professionnels et des jeunes autour du mentorat de l'ASE. Et pour rappel, ce webinaire est rendu possible par nos partenaires, la DGCS qui est avec nous aussi aujourd'hui et la Banque des Territoires également. Et écoutez, alors dans ce cas, peut-être petit tour de présentation là aujourd'hui. Je pense que vous devez tous pas mal nous connaître, mais on va faire un rapide tour de table, comme ça vous nous aurez en tête à nouveau. Donc moi, je suis Nadège Malti, je suis responsable de projet sur le l'enfance chez Break Poverty. Donc je pilote cette année le projet d'accompagnement des départements à la mise en place du mentorat pour les jeunes de l'EASE. Je suis aujourd'hui accompagnée de Marion, que vous allez Bonjour. entendre dans un tout petit instant. Bonjour. Et je suis aussi accompagnée a priori de Charlotte et de Rémi, qui sont avec nous également dans la conversation. On a la joie aujourd'hui d'avoir le collectif Mentorat aussi avec nous. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot côté collectif Mentorat. Bonjour à tous et toutes, je suis Nicolas, le directeur du collectif Mentorat. Je suis accompagné d'Alexis, chargé de partenariat. En deux mots, le collectif Mentorat, c'est la tête de réseau de plus de 70 acteurs associatifs du mentorat social tourné vers les jeunes en difficulté. Voilà, donc parmi nos activités, on cherche à développer particulièrement le mentorat auprès des publics les plus vulnérables, d'où le partenariat qu'on a avec Break Poverty Foundation pour développer le mentorat auprès des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Absolument. Merci beaucoup, Nicolas. Et effectivement, aujourd'hui, si cette démarche est réalisée, c'est aussi qu'elle est rendue possible par le collectif Mentorat, avec qui on travaille en étroite collaboration. On a aussi la chance d'accueillir parmi nous aujourd'hui Natacha Rosa, qui est chargée de mission transverse dans les Alpes-Maritimes, que vous avez déjà probablement dû croiser, et Julie Tarrer, qui est alors éducatrice, c'est ce que j'ai noté comme titre d'ailleurs, et qui pourra témoigner dans la première partie de cet échange. On va entendre dans un instant. Peut-être petit rappel sur le cadrage de ce webinaire et la démarche dans laquelle il s'inscrit. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, Break Poverty, donc cette année, avec le collectif Mentorat, organise toute une démarche d'accompagnement des départements sur la mise en place du mentorat de l'aide sociale à l'enfance. Et on a formalisé une feuille de route que vous avez probablement déjà dû voir en 6 étapes, 6 grandes étapes clés. Et sur chacune, donc cette feuille de route, ce qu'elle représente, c'est un peu le chemin vers la mise en place d'un dispositif de mentorat ASE qui soit efficace et viable à l'échelle d'un département. Et pour chacune de ces dimensions et chacune de ces sous-dimensions, on a développé un certain nombre d'outils qu'on va vous mettre à disposition dans une boîte à outils qui sera disponible dans les prochaines semaines, mois, et auquel vous aurez accès en tant que département pour pouvoir piloter votre propre démarche. Et donc, on a déjà développé une première partie de ces outils. Aujourd'hui, on va se concentrer en particulier sur les 2 dimensions qui sont encadrées en bleu, donc la mobilisation des acteurs de l'aide sociale à l'enfance et la mobilisation directe auprès des jeunes. À noter que ce qui est relatif au lancement de la démarche de mentorat dans son ensemble et à la mobilisation des associations, ça a déjà été couvert dans 2 autres webinaires qui ont eu lieu dans les dernières semaines et qu'il y a un 4e webinaire qui va avoir lieu le 18 juin, il me semble, sur le suivi et le pilotage du mentorat. Alors, d'où est venue cette volonté de créer un module spécifique sur la mobilisation des acteurs de l'ASE? On voudrait vous donner un peu de contexte. En fait, ce qu'on a observé, c'est que malgré un engagement des départements dans le développement du mentorat et malgré un engagement vraiment massif et important de certains départements, en fait, il y a quand même un certain nombre de défis encore pour arriver à mobiliser et à engager les acteurs de l'ASE sur le sujet pour vraiment permettre un vrai passage à l'échelle sur le mentorat. En gros, en fait, malgré une mobilisation majeure, on a toujours, si on n'a pas de relance manuelle très régulière sur ce que c'est le mentorat et pourquoi est-ce qu'il faut lancer du mentorat, en fait, on remarque qu'il y a quand même toujours du mal à lancer ces binômes. Et en fait, il y a plusieurs types de défis qui sont caractérisés. Pour nous, le premier défi qu'on voit et qui nous a été remonté, souvent la question qu'on nous pose, c'est en fait, on a du mal à identifier et à solliciter les différentes parties prenantes. C'est-à-dire, on a du mal à savoir, nous, en tant que département, avec qui il faut qu'on aille communiquer pour avoir une communication efficace et pour être sûr que ce soit les bonnes personnes qui ont entendu parler du mentor.
Et donc, notamment, en fait, c'est qui les personnes à qui aller parler et dans quel ordre il faut leur parler. C'est quoi la bonne fréquence à laquelle leur parler et en fait, comment on fait pour être sûr qu'on n'est pas en train de les sursolliciter parce que c'est déjà des gens qui ont un agenda très, très chargé. Le deuxième type de défi qui nous a été remonté, c'est en fait comment arriver à trouver les bons messages pour susciter l'intérêt. Et notamment, le premier point qui nous est remonté souvent, c'est qu'il faut arriver à faire percevoir la valeur ajoutée d'un sujet qui est préventif, qui est le mentorat, dans le cadre de la prise en charge du jeune, dans un système qui en fait est très très souvent dans du réactif. Une phrase qu'on a entendue qui nous a marqué, qu'on a bien aimé, c'est en fait, le mentorat, c'est la cerise sur le gâteau, sauf qu'il n'y a pas vraiment de gâteau, quoi. Et effectivement, ça illustre assez bien la difficulté qu'on peut avoir à aller convaincre et mobiliser l'ensemble des acteurs sur le sujet. Un autre type de difficulté, c'est que en fait, souvent, le mentorat, il va se retrouver au milieu d'autres dispositifs. Vous connaissez sûrement le parrainage, le mentorat pour les jeunes de l'ASE. Il y a souvent aussi du mentorat pour les jeunes non ASE à l'échelle d'un territoire. Il peut aussi y avoir d'autres dispositifs aujourd'hui. Je sais que ça peut se croiser, être porté par les mêmes personnes, comme les tiers de confiance, etc. Donc, il y a vraiment un enjeu d'aller clarifier la valeur ajoutée de ce dispositif qui est le mentorat au milieu de ces autres dispositifs. Et enfin, un autre type de défi qui nous a été remonté, c'est que parfois, en fait, jusqu'à maintenant, il y a pu avoir des dispositifs de mentorat qui ont été mis en place, mais qui peuvent ne s'être pas bien passés ou pas de la manière la plus fonctionnelle possible. Et du coup, il y a un enjeu à aller effacer ou gommer cette image de mentorat qui peuvent ne s'être pas bien passés pour convaincre les acteurs de se réengager dans ces dispositifs-là. Le troisième type de défi qui nous a été remonté ou qu'on a pu identifier, c'est d'arriver à s'appuyer sur les bons outils pour convaincre. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'outils qui sont disponibles à la fois pour vous en tant que département et pour les acteurs de l'ASE pour aller vraiment porter le message du mentorat. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une volonté et un défi à aller pouvoir identifier les bons outils pour diffuser les informations aux différents acteurs. Il y a aussi une question autour de quels sont les éléments de langage à mettre en avant et sur quels arguments et sur quels messages clés s'appuyer. Et puis, il y a aussi un enjeu à s'assurer que les présentations aboutissent à des lancements de mentorat effectifs. Ce qu'on a beaucoup entendu, c'est en fait, nous, on fait plein de présentations, mais derrière, c'est encéphalogramme plat. Effectivement, comment on s'assure que derrière, c'est pas encéphalogramme plat et qu'on a des vrais binômes qui se mettent en place. Et enfin, le quatrième type d'enjeu qui nous a été remonté, c'est d'arriver à toucher directement les jeunes. Aujourd'hui, on sent qu'il y a des difficultés à trouver des bons canaux pour communiquer directement avec les jeunes, ce qui est normal. Il y a aussi des vraies questions autour de quel est le bon ton et quels sont les bons messages clés à mettre en avant, quels sont ceux qui convainquent. Et enfin, comment on s'assure qu'il n'y a pas de perte d'information dans la chaîne de communication, parce que peut-être que vous, en tant que département, vous allez commencer par en parler avec les professionnels ou les cadres de l'aide sociale à l'enfance qui vont devoir eux-mêmes aller relayer le message derrière. Et comment s'assurer que c'est le bon message qui est porté. Voilà, ces premiers constats qui ont structuré un peu notre approche pour cet échange aujourd'hui. À noter qu'on a déjà fait un atelier avec un ensemble de départements qui sont aussi parmi nous aujourd'hui. On a pu consolider cette matière et on va pouvoir vous la ressortir, vous la repartager aujourd'hui pour que vous puissiez capitaliser dessus. Et donc, c'est aussi ce qui va définir la trame de notre échange de cette journée, où on va passer un premier moment sur l'identification et la sollicitation des acteurs de l'ASE. Donc, en fait, sur quel calendrier type s'appuyer pour aller communiquer aux acteurs de l'ASE. On va avoir une deuxième section sur communiquer auprès des acteurs de l'ASE, quel bon message et sur quels bons outils s'appuyer. Et c'est là qu'on aura la chance d'entendre le témoignage de Julie Tarrer. On aura une troisième section sur la communication auprès des jeunes. On pourra balayer rapidement ce qu'on a fait sur le sujet jusqu'à maintenant. Et enfin, on vous a consolidé certaines bonnes pratiques qu'on sera ravis de vous partager à la fin. Et on finira avec un autre témoignage de Natacha Rosa et des questions-réponses. N'hésitez pas, pendant tout cet échange, à mettre vos questions dans le chat. Je pense qu'on les traitera plutôt à la fin aujourd'hui. Mais voilà, n'hésitez pas à les noter et on s'assurera d'y répondre. Donc, je vous propose qu'on commence sans plus attendre sur la section 1, comment identifier et solliciter les acteurs de l'ASE à mobiliser pour vraiment lancer du mentorat. Et alors, pour ça, on a réfléchi à un plan de communication type qu'on va vous mettre à disposition. Bien sûr, tous ces éléments vous seront repartagés et qu'on a essayé de structurer autour de 3 phases qui nous paraissent clés, qui sont l'initiation de la démarche. Donc, en fait, quand on est en train de mettre en place du mentorat, il y a une phase où on est vraiment en train d'initier la démarche. En général, ça dure 2-3 mois au début, peut-être un peu moins, peut-être plutôt entre 1 et 2 mois, où vraiment on va aller marteler sur le sujet, essayer d'en parler aux personnes importantes. On va avoir une deuxième phase où on va essayer de lancer les premiers binômes, et là, on va vraiment passer à l'action. Et enfin, une fois que les premiers binômes sont lancés, on va avoir toute une phase de suivi et d'opérationnalisation pendant le reste de l'année. Alors, quand on initie la démarche, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous, c'est la phase où on vous engage et on
vous incite on vous incite à aller organiser des réunions collectives de présentation, donc des réunions qui peuvent être en visio, où vous, en tant que département, ou en tant que chargé de projet au sein du département, vous avez la possibilité d'organiser des réunions en visio aux acteurs qui vont être vraiment décisionnaires dans la chaîne de valeur. Donc, typiquement, ça va être les référents et leurs chefs de service. Ça va être les directions d'établissement et ça va être les services d'accueil familiaux. L'idée, c'est que ce soit vous en tant que département ou en tant que chargé de projet au département qui porte cette démarche et que ce soit sous un format 1 heure en visio où vraiment on présente le mentorat, on présente ce que c'est, on présente qui sont les acteurs clés, on présente un peu les grandes étapes du processus, plus ou moins le premier webinaire qu'on avait pu faire ensemble. Vous présentez aussi les associations qui vont être mobilisées sur votre territoire. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse en entendre parler et que, en fait, si on pose une question à quelqu'un dans la chaîne de valeur, il puisse savoir à qui s'adresser pour obtenir plus de réponses. Et là-dedans, ce qui est intéressant, quand on organise des réunions collectives de présentation, c'est pas hésiter, en termes de bonnes pratiques, à organiser 2 sessions de chacune de ces réunions de présentation pour s'assurer que tout le monde puisse se joindre. Donc, en fait, si on est en train de faire une réunion pour l'ensemble des référents ou l'ensemble des chefs de service, en fait, ne pas hésiter à organiser une réunion d'1 heure le lundi 20 et une réunion d'1 heure le lundi 27 pour s'assurer que tout le monde puisse participer, même si on a un peu moins de monde. Donc ça va être pour la phase d'initiation de la démarche et qui va durer pendant à peu près 1 à 2 mois. En parallèle, au bout d'1 mois à peu près, on peut commencer on rentre dans la phase de lancement des premiers binômes. Et là-dedans, en termes de communication, qu'est-ce que ça implique? En fait, ça implique d'organiser des réunions bilatérales de présentation qui vont être plutôt en présentiel avec les acteurs qui vont être vraiment à l'initiative du mentorat. Donc là, pour rappel, c'était ce qu'on s'était dit dans les premiers webinaires. En fait, les personnes qui vont vraiment être initiateurs du mentorat, selon les départements, ça va être plutôt les référents enfance ou les éducateurs. Et donc, vous, votre objectif, ça va aller d'être communiqué auprès des référents enfance et des éducateurs et des chefs de service, pour vraiment les mobiliser autour du mentorat et que ce soit très concret pour eux, quoi. Et donc là, typiquement, la forme que ça peut prendre, souvent, ça va être une montée en charge progressive où on va présenter à quelques territoires. Donc les territoires, les unités territoriales, ça peut avoir des noms différents selon les départements. Donc, on va présenter d'abord à quelques territoires, puis à tous. Et on va présenter à quelques établissements pilotes, puis progressivement à tous les établissements. Et enfin, on va présenter au SAF et aux autres acteurs. Souvent, ça, c'est des réunions. Donc, quand c'est un dispositif qui se passe bien, c'est des réunions qui peuvent être portées par les associations qui vont organiser elles-mêmes ces réunions. Selon les départements, si vous êtes un chargé de projet qui a une bande passante suffisante, vous pouvez aussi être à l'origine de l'organisation de ces réunions. Mais à noter, c'est un retour qu'on a pu avoir, que souvent les établissements, par exemple, peuvent être un peu méfiants d'une prise de contact par le département, qui peuvent voir un peu sur lesquels ils peuvent projeter quelque chose de hiérarchique, alors que si c'est une autre association qui vient les voir, ça peut être un peu plus engageant pour eux. Ça, on vous laisse c'est votre décision. En termes de bonnes pratiques là-dessus, en fait, comment ça se passe concrètement quand on va avoir des associations qui vont présenter dans des établissements ou dans des unités territoriales? Souvent, ce qu'elles font, c'est qu'elles proposent à tous les acteurs de l'unité territoriale ou tous les acteurs de l'établissement qui sont intéressés, disponibles, de venir se joindre s'ils sont intéressés. Et c'est pas grave si c'est pas ces personnes-là en particulier qui vont lancer le mentorat. Vraiment, votre objectif à vous, c'est d'augmenter le niveau de connaissance sur le mentorat. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de s'appuyer sur un fichier de suivi des lieux et des établissements qui ont été rencontrés, parce qu'en fait, ça fait vite beaucoup de lieux et ça fait vite beaucoup de structures différentes et beaucoup d'événements différents organisés. Donc voilà, ne pas hésiter à vraiment se tenir une liste de qu'est-ce qui a été couvert ou pas. Et enfin, sur la phase de suivi et d'opérationnalisation, là, en termes d'étapes clés, qu'est-ce qu'on se dit? Là, on est à peu près à, disons, 4 à 6 mois. Et en fait, c'est réfléchir à tous les dispositifs qui vont permettre de mettre en place, qui vont permettre de pérenniser vraiment la démarche et de l'ancrer dans le futur pour passer à l'échelle. Et donc là, typiquement, ça va être intégrer des présentations sur le mentorat aux réunions régulières du département, qui peuvent avoir lieu en visio. On peut imaginer que vous faites un petit point mentorat qui dure 5 minutes à chaque réunion de service de votre service, une fois par mois, une fois tous les mois et demi. Ou on peut aussi imaginer que vous mettiez en place une réunion, une formation à chaque nouvel arrivant ou à chaque nouvelle personne qui va travailler dans les services de l'ASE du département, sous la forme d'une visio qui dure 1 heure, qui a lieu une fois par mois. Je sais que c'est le cas, par exemple, dans le 94, et que c'est un grand succès pour le moment parce que c'est ce qui permet d'avoir vraiment de la visibilité au dispositif.
Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'organiser un ou des événements de mobilisation à grande échelle. C'est-à-dire, une fois que vraiment on a lancé la démarche, qu'on a quelques dizaines de mentorats qui sont en place, en fait, s'assurer qu'il y a un temps et un espace d'échange via des événements de mobilisation à grande échelle qui peuvent avoir lieu en présentiel. Souvent, ça peut être format 1 heure à une demi-journée, quoi. Et on vous a mis des déroulés types en annexe. Et puis, si vous avez les ressources et la bande passante disponible, vous pouvez même imaginer organiser des revues bilatérales systématiques avec les directions d'établissement pour s'assurer qu'ils ont entendu parler du mentorat, leur demander où ils en sont, vérifier qu'ils savent ce que c'est et leur demander d'identifier des jeunes à mentorer. Et ça va être plutôt des dispositifs qui vont être portés par le département. En termes de bonnes pratiques, c'est ce que je vous disais, ne pas hésiter pour les événements de mobilisation à préférer des formats courts et en présentiel. Voilà pour la partie plan de communication type. Donc voilà, pour rappel, c'est un plan de communication qui va vous être mis à disposition, sur lequel, enfin, que vous pourrez relire. N'hésitez pas à nous reposer des questions dans le futur dessus. Mais alors, une fois qu'on a parlé de ce plan de communication, en fait, la question qu'on nous a beaucoup posée, c'est aussi, c'est quoi les bons messages à aller mettre en avant auprès des acteurs de l'ASE et comment on s'assure qu'en fait, on arrive à convaincre, qu'est-ce qu'on va leur dire. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Marion, qui va vous présenter la suite de notre réflexion. Merci Nadège. Donc oui, effectivement, la question du contenu des messages qu'on va faire passer aux acteurs de l'ASE est beaucoup revenue. Et donc, on va essayer de vous présenter un peu les arguments qui peuvent convaincre, ou vous aider en tout cas à convaincre les acteurs de l'ASE. On a identifié 2 questions clés. La première, c'est pourquoi le mentorat et à quoi ça sert? Et une question un peu plus précise ensuite, qui est très souvent revenue, c'est qui sont les mentors en fait? Et donc, je vais vous présenter un peu les arguments qui sont remontés. Mais peut-être pour commencer, on peut demander à Julie, Madame Tarrer, si, voilà, quels sont un peu vous, vos arguments pour convaincre quand vous voulez proposer du mentorat? Bien sûr. Alors, je vais peut-être vous faire un retour de mon expérience. Déjà, je me présente, Julie Tarrer, je suis éducatrice au sein d'une maison des solidarités départementales dans les Alpes-Maritimes. Du coup, une de mes missions, c'est l'accompagnement des enfants confiés de mon secteur. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai sollicité le mentorat à différentes reprises. Je voudrais peut-être vous faire un historique, alors en commençant peut-être par les freins, et vous inquiétez pas, après, c'est vraiment positif, mais pour peut-être montrer aussi les arguments qui pourront permettre d'améliorer en tout cas la communication pour mobiliser les professionnels, parce que moi, au début aussi, j'ai pas été mobilisée par rapport au mentorat parce qu'il nous a peut-être été mal présenté. C'est-à-dire que la première présentation qui nous a été faite, ça date un petit peu en arrière, a été faite par nos responsables qui n'avaient pas forcément appréhendé la totalité du projet. Euh, Ils nous ont présenté le mentorat comme du soutien scolaire pour les jeunes en difficulté. Du coup, quelle était la plus-value pour nous en tant que travailleurs sociaux? On est déjà en partenariat avec plein d'associations sur le soutien scolaire. On stigmatise encore les jeunes en disant ils sont en difficulté scolaire. Finalement, comment porter ce projet-là? En plus, on me disait, bon, ben, il y a une fiche profil à remplir. Tout de suite, moi, ma première idée, oh là là, la charge administrative, ça va m'en rajouter plus qu'autre chose. Vraiment, quel est le bénéfice pour moi et pour l'enfant confié de solliciter du mentorat? Ça, c'était vraiment la première communication qui, pour moi, m'a pas permis de me mobiliser. Et finalement, après, j'ai pu avoir un échange avec des professionnels qui portaient ce projet, qui avaient connaissance de ce projet dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire avec la singularité de pouvoir offrir quelque chose pour répondre aux besoins particuliers de chaque enfant. C'est-à-dire, oui, on prend le levier de la scolarité, mais pas que. Ça, c'est que finalement ce qui est l'accroche, la première accroche. Mais on peut travailler de multiples choses. Et en fait, quand j'ai eu cette deuxième visibilité, c'est vrai que j'ai pensé à beaucoup de jeunes en me disant, ben, finalement, c'est pas que du soutien scolaire, c'est peut-être comment organiser son travail, c'est peut-être, ben, j'arrive pas à bien apprendre le français, ben, c'est parler de la pluie du beau temps avec mon mentor pour apprendre à parler français sans avoir une classe qui nous regarde autour, hein, avec le regard stigmatisant des autres élèves, puisque je suis en relation duel. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de me mobiliser là-dedans. Il y a il y a eu aussi une proposition là en septembre à laquelle j'ai pu participer au siège du département des Alpes-Maritimes, avec notamment les associations qui étaient présentes, des retours d'expérience des mentorés et des mentors et de certains professionnels. Et je pense qu'en effet, ce type de communication est beaucoup plus parlante qu'une fiche projet qu'on envoie par mail et qui soit nourrie par les acteurs de ce projet-là. En tout cas, je trouve que ça parle. Peut-être ce qui n'a pas amené à tous les professionnels à se mobiliser, c'est que le siège n'est pas forcément à côté de nos services.
parfois c'est à l'autre bout du département, et que en tant que travailleurs sociaux, on est souvent dans les urgences, dans les astreintes, dans notre quotidien, et se déplacer encore pour cette question-là, eh ben, on va le mettre de côté et laisser place à l'urgence. Si je peux donner un peu mon avis, peut-être qu'une réunion annuelle au sein de chaque équipe, en visio ou en présentiel, hein, j'imagine que c'est compliqué, ça pourrait peut-être sensibiliser d'autres professionnels. Peut-être ne pas cibler que sur les éducateurs spécialisés aussi, mais sur les assistantes sociales, puisque nous, en tout cas, dans le département des Alpes-Maritimes, on travaille en binôme sur les enfants confiés, avec les assistantes sociales qui sont tout autant mobilisées sur le projet des enfants confiés. Je pense que ça peut en rajouter à la mobilisation, en tout cas de les associer à ça. Et aussi mobiliser les gens du quotidien, puisque nous, en tant que travailleurs sociaux de MSD, on coordonne le projet de l'enfant, on n'est pas au quotidien. Par exemple, moi, j'ai rencontré des difficultés avec des familles d'accueil. Alors, elles portaient le projet, mais juste j'ai dit, ça se fera par ordinateur en virtuel, je les ai perdus. C'est-à-dire qu'il y a des assistantes familiales qui sont plus âgées, qui sont moins outillées avec l'informatique, et du coup, de suite, on leur parle d'ordinateur, c'est l'insécurité, l'angoisse. Comment je vais faire, mais s'il va sur n'importe quoi sur l'ordinateur. Donc, il y a ça aussi à sécuriser. Donc, je pense qu'il y a les éducateurs donc, de MSD, mais aussi les professionnels de terrain tels que les ASFAM. Peut-être avoir avec les services qui accompagnent les familles d'accueil qui aient une formation en informatique, parce que ce n'est pas qu'une aujourd'hui qui est en difficulté avec ce matériel-là. Mais aussi les foyers de l'enfance, les MEX, tous les lieux d'accueil, parce que plus on aura un discours cohérent, nous de notre place de coordinateur et eux de professionnels de terrain, plus on arrivera à mobiliser le jeune en fait. Si on a un discours contradictoire, ça ne marchera pas. Donc pour moi, il faut vraiment sensibiliser tous les professionnels de l'ASE. Ensuite, je voulais aussi dire que quand j'ai initié le mentorat, j'ai bien vu que la charge administrative était moindre. C'est une petite fiche profil qui prend, allez, 4-5 minutes max. Donc ça, je vous avoue que ça m'a rassurée. Je me suis dit, non, ça ne me rajoute pas du tout de charge administrative pour la plus-value et le bénéfice qu'il y a pour les enfants que j'accompagne. Donc ça, c'est vrai qu'il faut, peut-être c'est un axe de communication qu'il faudra bien mettre en avant pour les travailleurs sociaux parce que je vous avoue que ça va les sécuriser sur cette question-là. Ce qui m'a facilité la tâche, c'est d'avoir un interlocuteur privilégié. Pour ma part, c'est Mme Rosa. C'est-à-dire qu'on peut, dans toute l'inscription, avoir des difficultés. Nous, par exemple, à la MSD des Paillons, on n'avait plus l'espace pour se connecter, pour créer les fiches profil des jeunes avec la FEV. Du coup, j'ai appelé Mme Rosa. En 3 minutes, elle a fait la fiche profil avec moi du jeune et c'était fait. Et on a pu lancer le mentorat. Après, par exemple, bon, je donne un autre exemple. On a une jeune... un jeune, voilà, avoir un ordinateur sans contrôle parental, c'est compliqué. Je sollicite Mme Rosa pour essayer de trouver des solutions. Et la réponse que j'ai à chaque fois, c'est à chaque problème, il y a une solution. Ça, je peux vous dire que dans notre métier, on ne l'entend pas souvent et ça fait du bien. Et je sais que voilà, j'ai un souci par rapport au mentorat, j'ai quelqu'un à qui à faire appel, j'ai un repère. Et ça me sécurise aussi pour toutes mes demandes, tous mes questionnements. Ça, c'est un peu, voilà, en tant que professionnel, ce dont on aurait besoin. Et pour les jeunes, bien évidemment, la communication, c'est via le virtuel. Aujourd'hui, on le sait, ça les attire. Quand on leur dit, bah, tu vas pouvoir être en relation avec quelqu'un, avoir un ordinateur, avoir une clé 4G, on sait que déjà, ça match à moitié. Ensuite, je pense que le discours, il ne faut pas qu'il soit stigmatisant, c'est ce que je disais. C'est pas parce que tu es en difficulté scolaire que tu as du mentorat. C'est peut-être parce que tu as des besoins, peut-être le rendre acteur. Toi, qu'est-ce que tu verrais dans cette relation duel? Qu'est-ce qu'elle pourrait t'apporter? Et c'est avec le jeune, pour moi, qu'on construit le projet du mentorat. C'est aussi lui dire qu'il va avoir, pour la première fois dans son parcours d'enfant confié, une relation duel avec quelqu'un qui n'est pas de l'aide sociale à l'enfance. Cette personne, elle n'aura pas d'attente pour l'ordonnant, pour l'audience devant le juge des enfants. Elle n'aura pas d'incidence sur son placement, est-ce qu'il va être reconduit, pas reconduit. Tout ce qu'il pourra dire est quelque part un peu libre et sort un peu de ce contexte d'enfant confié et lui permet d'être un peu un enfant comme les autres. Pareil pour les enfants qui sont en collectivité. Les professionnels n'ont pas toujours le temps de faire de la relation duel parce qu'ils ont le collectif à gérer. Ben là, c'est un temps, 1 fois, 2 fois par semaine, où ils ont cet espace-là pour partager avec une personne en individuel. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça très riche pour plusieurs jeunes que j'ai en collectivité. Et ça devient aussi une personne ressource. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Je suis désolée, c'est un peu improvisation au pied levé pour aujourd'hui, mais je pense avoir un petit peu tout dit. Et je pense, voilà, la communication première pour sensibiliser les équipes, en tout cas, c'est de venir vers les équipes.
Je pense que c'est ça peut-être qui pêche. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans une MSD où mon responsable est porteur de ce projet. Encore cet après-midi en réunion, on a un point mentorat. Moi, j'essaye de le porter auprès des collègues parce que j'ai vraiment vu les bénéfices pour les jeunes que j'accompagne. Ça serait bien qu'il y ait ce binôme-là, en fait, au sein de chaque équipe. Un responsable, un professionnel qui porte le projet. Mais j'ai été nourrie voilà, des porteurs du projet à l'initial, en fait, pour pouvoir le transmettre de manière efficiente. Et pour les jeunes, je pense que voilà, le virtuel, ne pas être stigmatisant et la relation duel avec quelqu'un qui est pas professionnel de l'enfance, ça peut être des outils pour leur permettre de s'engager. Merci beaucoup, Julie. Merci. C'était parfait. Je pense que ça a déjà bien repris tout ce que nous, on s'était noté. Je suis désolée, je dois vous quitter. Je vous remercie. Merci beaucoup pour Et cette bonne intervention. continuation. Au revoir. Merci beaucoup, Julie. Au revoir. Alors, effectivement, Marion, peut-être que tu peux compléter avec les quelques éléments que nous, on s'était notés de notre côté. Oui. Alors nous, on s'était noté, bon, ça reprend beaucoup ce qu'a dit Julie, donc, mais sur les arguments pour convaincre les acteurs de l'ASE. Donc premièrement, le mentorat qui est une expérience vraiment valorisante pour le jeune, puisque c'est une expérience, comme on disait, qui était 100% dédiée aux jeunes, et ça va permettre de lui renforcer à la fois sa confiance et son ambition. Donc ça, c'est un des premiers arguments à mettre en valeur, en tout cas. Ensuite, le mentorat permet évidemment aux jeunes de pouvoir élargir son réseau, que ce soit à la fois personnel ou professionnel, via son mentor. Voilà, ça va lui permettre d'élargir son réseau et notamment de créer des liens hors du système de l'ASE, puisque le jeune est entouré au quotidien par beaucoup d'adultes qui sont, que ce soit des éducateurs, des professeurs, etc. Mais le mentor, lui, est bénévole, il ne fait pas partie de l'ASE et en fait, ça change évidemment en termes de posture et de relations que ça peut créer entre eux. Et ça va pouvoir évidemment permettre de réduire le sentiment de solitude du jeune. Ensuite, le mentor peut aussi partager des connaissances que les professionnels peut-être maîtrisent un peu moins, que ce soit par exemple la prise en main du numérique, pouvoir s'inscrire à Parcoursup, préparer des entretiens pour rentrer dans une école, etc. Enfin, les éducateurs, bon, quand les éducateurs ont beaucoup de jeunes, ils peuvent être frustrés. C'était ce que justement disait Julie tout à l'heure, c'était que le mentorat permet d'avoir un suivi beaucoup plus individualisé pour que chaque jeune mentoré puisse avoir quelqu'un avec qui il puisse discuter, prendre le temps, et ce qui va permettre aussi aux éducateurs de pouvoir profiter d'être en collectif et laisser le jeune dans sa relation un peu plus duel durant le mentorat. Et enfin, le mentorat, bon, c'est un dispositif qui se construit évidemment avec l'ASE, mais le mentor va permettre de donner un retour d'un œil un peu plus extérieur sur le parcours du jeune, grâce à sa position un peu différente des éducateurs. Et évidemment, les éducateurs vont être tenus au courant toute l'année de l'avancement du dispositif et ils seront toujours inclus dans la communication. Donc voilà, donc ça, c'est un peu tous les arguments pour convaincre les acteurs de l'ASE, en plus de ceux que Julie a pu vous présenter, voilà, pour proposer du mentorat. Et on a une autre question qui est beaucoup revenue, qui est celle de est-ce qu'on peut avoir confiance dans les mentors, qui ils sont en fait, comment ils sont choisis. Donc premièrement, on va vous présenter 3 types un peu d'arguments. Le premier, donc, qui correspond à une première sous-question, qui est comment peut-on avoir confiance dans les mentors. On peut déjà leur expliquer donc, que ces mentors, ils sont formés, donc à la fois par les associations, et ces associations sont aussi là pour suivre régulièrement les binômes, vérifier que tout fonctionne entre le jeune et le mentor. Et donc voilà, ça se fait par des chargés de mentorat qui sont là pour gérer les jeunes et les mentors, et c'est souvent des salariés qui permettent de former les jeunes pendant les mentors, pardon, pendant plusieurs heures. Et ensuite, depuis le décret, les conseils départementaux sont là pour aussi vérifier les B2 et les FIGS de chaque mentor. Donc, on est sûr que ces mentors-là, on peut leur faire confiance. Voilà. Ensuite, on a aussi une question qui revient souvent, c'est pourquoi les mentors s'engagent, pourquoi ils sont là. Donc, en fait, premièrement, donc, ces mentors sont bénévoles. Ils sont motivés, en fait, pour se sentir utiles. Ils ont envie d'aider un jeune. Et ils souhaitent aussi souvent apprendre de leur côté aussi à partir du jeune. Et donc, ils sont motivés pour les aider et ils ne se présentent absolument pas en substitut de l'éducateur ou de la famille. Ils sont juste là de manière bénévole pour aider le jeune. Et puis finalement, qui sont les mentors? D'où viennent-ils? En fait, il y a une richesse et une diversité des profils des mentors. Ils peuvent varier en fonction des associations.
Ils sont en fait adaptés aussi à l'accompagnement proposé par l'association. Donc, une association qui va proposer, par exemple, plutôt du soutien scolaire, qui va aider à la méthodologie des jeunes. Ils auront plutôt des mentors qui seront étudiants. Alors que pour un jeune qui aurait besoin plutôt de préparer un entretien, de préparer un CV ou une lettre de motivation, on va plutôt faire appel à un mentor qui va être actif dans le monde du travail. Voilà, donc ça, c'est un peu. D'ailleurs, je laisserai le collectif mentorat réagir si jamais vous avez d'autres points, mais c'est un peu les messages clés en tout cas qui peuvent aider à répondre aux questions. Et je vois que Nicolas a quelque chose à rajouter. Oui, merci. Pour réagir tout de suite et illustrer un petit peu illustrer la diversité des profils de mentors, il faut savoir que à peu près 50% de mentors viennent d'entreprises et donc sont salariés. On a aussi une grosse minorité de mentors qui sont étudiants. Et donc, ça permet un mentorat un petit peu différent. Alors, non pas pour découvrir les codes de l'entreprise, mais c'est davantage du mentorat presque entre pairs, entre jeunes qui ont une moindre différence d'âge et ce qui permet de créer une plus grande proximité entre le jeune et son mentor. On a une petite minorité de mentors lycéens ou à l'autre bout du spectre de mentors retraités, mais on a aussi des mentors agents publics et on essaie de beaucoup insister sur le développement du mentorat dans la fonction publique parce qu'il y a une très grande diversité de métiers dans la fonction publique. La fonction publique mérite d'être rendue plus attractive. Et donc, c'est aussi très intéressant pour les jeunes que de connaître les métiers qui sont présents dans la fonction publique. Voilà, d'où cette richesse et cette diversité des profils. Merci beaucoup, Nicolas. Voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions concernant les arguments dont on vient de parler, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on pourra y répondre à la fin. Mais voilà, donc ça, c'est un peu les messages clés que vous pouvez faire passer lors des différentes réunions aux acteurs de l'ASE. Et ensuite, j'avais un dernier sujet à aborder qui concerne plutôt les outils, donc comment faire passer ces arguments aux différents acteurs de l'ASE. Donc pour rappel, nous, on travaille sur une boîte à outils dans le cadre de notre accompagnement des départements qu'on va pouvoir vous mettre aussi à disposition. Et déjà via cette première présentation. Donc le premier outil que je peux vous présenter, donc, ce sont plutôt des présentations types qu'on a pu mettre en place lors de nos accompagnements des départements de manière plus individuelle. Donc on a des présentations types que vous pouvez voir illustrées là sur la présentation, que ce soit à destination des cadres ASE ou des différents établissements. Et vous avez aussi des modèles d'agenda pour ces rencontres que vous pourrez retrouver en annexe de ce document. Donc, c'est-à-dire que vous avez différents types de formats. Ça peut être à la fois une présentation qui va durer 1 heure et demie, ou bien une demi-journée. Donc voilà, vous pourrez retrouver tout ça. Et ensuite, on a aussi créé des brochures. Donc, premièrement, des brochures à destination des cadres et des professionnels que vous pouvez aussi voir là sur la slide. Donc, en fait, on va présenter dans ces brochures-là qu'est-ce que le mentorat, comment le mettre en place dans le département, et donc quel est l'interlocuteur privilégié, qu'est-ce que le mentorat et qui sont les associations présentes sur le territoire et comment les contacter elles aussi. Et ensuite, nous sommes en train de formaliser avec le collectif Mentorat une brochure aussi à destination des jeunes, dont le collectif Mentorat va vous parler tout à l'heure. Et enfin, on vous conseille aussi d'avoir des supports de coordination. Donc, premièrement, un fichier de suivi des rencontres avec les différents types d'acteurs. Voilà, savoir en fait à qui vous avez parlé, quels sont les différents types, quand, et donc justement créer un doodle, un calendrier d'inscription un peu à toutes ces sessions pour ne pas perdre le fil et savoir voilà, quels sont les territoires du département qui ont pu être touchés et ceux un peu moins où il faudrait plutôt représenter un peu le mentorat. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions là-dessus, on vous partagera tout ça grâce à ces documents-là. Et je vais laisser la parole du coup au collectif Mentorat pour pouvoir vous présenter la communication directement aux jeunes. Merci beaucoup. Oui, la communication auprès des jeunes, c'est un enjeu pour développer le mentorat auprès d'eux, parce qu'il faut bien retenir que le mentorat ne doit jamais être quelque chose d'imposé aux jeunes, mais doit répondre à un besoin identifié par le jeune, et donc doit être vu comme une solution par le jeune lui-même. Donc il s'agit d'aller lui montrer quel est l'intérêt pour lui de s'engager dans une relation d'au moins 6 mois avec un mentor. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, avec Break Poverty, on est en train de réfléchir à la meilleure communication possible auprès d'eux. Pas de recette magique, mais on identifie 2 canaux avec l'intermédiation des travailleurs sociaux, des éducateurs, d'une part, et d'autre part, via une communication qui s'adresserait directement aux jeunes. L'intérêt de passer par les éducateurs, c'est évidemment peut-être de capitaliser sur la confiance qu'ils peuvent avoir en eux et donc d'amener le sujet de manière plus personnalisée.
l'intérêt de s'adresser directement aux jeunes, c'est aussi de pouvoir laisser les associations présenter directement leur action, le type de mentorat qu'ils proposent à ces jeunes via des présentations directes et des supports de communication qui, eux aussi, seraient adressés directement aux jeunes. Et donc, il y aurait évidemment une tonalité moins institutionnelle que les supports de communication qui peuvent être bâtis et conçus pour les travailleurs sociaux et les éducateurs. Voilà, donc on est en train de se pencher sur le sujet pour proposer ces supports qui soient le plus adaptés possible et qui soient engageants, qui les amènent à vouloir s'impliquer et être mentorés à leur tour. Absolument. Merci beaucoup, Nicolas. Et effectivement, je vois dans le chat que quelqu'un suggérait des petites vidéos et demandait si c'était possible d'avoir accès à nos outils et brochures. Alors évidemment, tous ces outils dont on vous parle aujourd'hui sont construits pour vous et avec vous. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on les mettra à disposition de l'ensemble des départements. Sur la question des supports de communication adressés aux jeunes, pour information, ce vers quoi on est en train de s'orienter, c'est des petites brochures qui seront des petits flyers qui seront distribués aux jeunes, des posters qui pourront être affichés dans les lieux d'accueil et une petite vidéo en animé qui pourrait être diffusée à l'ensemble des jeunes. Et là, ce que vous voyez sur la droite de cette page, c'est les sources d'inspiration qu'on a pu avoir sur le moment. Ce n'est pas du tout contractuel, mais c'est juste pour vous montrer un peu la tonalité et l'esprit dans lequel on est pour cette campagne. Donc, on est en train de travailler dessus et ces supports vous seront communiqués, on l'espère, avant l'été. Donc voilà pour les supports et les canaux pour activer la communication aux jeunes. Peut-être une question qui nous est revenue souvent et qu'on est aussi en train de se poser et que Julie a pu aborder aussi, c'est quels sont les messages à mettre en avant dans la communication aux jeunes. Et là-dessus, on identifie deux types de grands messages en fait, ou deux types de grandes questions auxquelles répondre. D'une part, pourquoi faire du mentorat? Quel message clé en faveur du mentorat? Et d'autre part, ce qu'on ne voit pas encore, ça va être un peu des exemples très concrets de à quoi ça sert le mentorat et qu'est-ce qu'on peut faire comme activité avec son mentor. Parce qu'en fait, c'est ce qui peut rester un peu nébuleux aujourd'hui et spontanément, on va peut-être pas aller vers des exemples qui vont le plus parler aux jeunes. Donc nous, on a essayé d'en formaliser quelques-uns ici. C'est pas exhaustif. En tout cas, sentez-vous libre de choisir ceux qui vous intéressent le plus ou qui vous parlent le plus. Mais ça nous paraît intéressant d'avoir cette vision. Donc le premier qui nous a paru important à mettre en avant et qu'on a un peu mentionné précédemment, c'est vraiment le côté moment privilégié. Rappelez aux jeunes que le mentorat, c'est un accompagnement gratuit et rien que pour lui. C'est individualisé et ça va être du temps que pour lui. Le deuxième point important, c'est mettre en avant aussi les apports du mentorat. Montrer que le mentorat, c'est un vrai coup de pouce. C'est pas des devoirs en plus, c'est pas une contrainte en plus. C'est une confusion qui peut exister parfois dans l'esprit des jeunes. Et le mentorat, c'est quelque chose qui s'adapte à leurs besoins. S'ils ont envie de parler, s'ils ont envie de rencontrer une nouvelle personne, s'ils ont envie d'avoir de l'aide pour leurs devoirs, s'ils ont envie de poser des questions sur le futur, ça peut être cette personne-là, leur mentor. Le troisième sujet, c'est aussi mettre en avant la flexibilité de l'organisation. Donc là, ne pas minorer le fait que le mentorat, c'est un engagement. On n'arrête pas forcément le mentorat quand on veut. Mais par contre, le mentorat, ça s'adapte à l'emploi du temps du jeune et à ses disponibilités. Si, en fait, il y a un mercredi où il a sport qu'une semaine sur deux, en fait, on peut ne pas mettre le mentorat cette semaine-là. Et si un jour, il est malade, il peut décaler sa séance de mentorat. Voilà, avoir en tête qu'on n'est pas sur quelque chose d'aussi rigide qu'un emploi du temps scolaire, par exemple. Un autre point important à mettre en avant, c'est vraiment le côté personnalisation et adaptation, adaptabilité du mentorat. Les activités que le jeune peut faire avec son mentor peuvent évoluer avec ses envies. Et on pourra y revenir dans un instant, mais ça peut être des jeux, ça peut être des activités ludiques, ça peut être apprendre à utiliser un ordinateur, ça peut être juste discuter. Et vraiment, ça s'adapte. Également, mettre en avant un peu des éléments de présentation sur le mentor. Le mentor, c'est quelqu'un qui fait ça bénévolement parce que ça lui fait plaisir. Et enfin, des éléments autour de la personnalisation du mentor. Le jeune peut indiquer que s'il préfère un mentor garçon ou fille, et l'association s'efforcera de respecter ce souhait au maximum. Le jeune peut indiquer s'il a envie que son mentor ait un centre d'intérêt en particulier en commun avec lui ou qu'il fasse un métier en particulier. Donc voilà pour les quelques éléments qu'on peut mettre en avant en termes d'arguments pour convaincre les jeunes. Un autre type d'argument pour convaincre, c'est ce que je vous disais, c'est répondre à la question à quoi ça sert et qu'est-ce que ça peut permettre de faire le mentorat. Et en fait, là, quand on a posé la question à la fois aux jeunes, aux professionnels de l'ASE et puis aux différents chargés de projet avec lesquels on travaille, vraiment ce qu'on nous a rappelé, c'est ce qui est important, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'individualisation de la relation et tout ce qui est de l'ordre de sortir du quotidien. Et en fait, ce qui plaît, c'est que le mentorat, c'est ce qui permet de faire un tas d'activités qu'on ne fait pas au quotidien. C'est ce qui nous permet de faire des jeux, du sport, des activités ludiques, des sorties culturelles,
juste parler. En fait, on peut faire plein de choses avec son mentor. Et justement, son mentor, c'est quelqu'un avec qui on peut partager et discuter. On peut parler du quotidien, de la vie d'étudiant, de l'actualité, de ce qui nous intéresse, de ce qui nous fait peur. On peut confier des choses personnelles parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un de l'ASE. Et nos mentors, pour nous, c'est un espace de partage pour nous en tant que jeunes. Mais aussi, comme on le disait, le mentor, c'est quelqu'un qui peut, par exemple, nous permettre d'être accompagnés scolairement pour aider à mieux comprendre ses cours, avoir de meilleures notes, apprendre à mieux parler une langue. Et c'est aussi quelqu'un qui peut nous accompagner pour réfléchir à notre orientation, à notre avenir professionnel. Le mentor, il peut aider un jeune à trouver un métier qu'il aime, à trouver une formation, l'aider à faire ses vœux Parcoursup, l'aider à trouver un stage ou une alternance. Donc voilà pour quelques éléments illustratifs que vous pouvez ajouter, vous, dans vos éléments de langage et que vous pouvez repartager avec les jeunes, avec les différents acteurs de l'ASE, auprès desquels vous allez porter la démarche de mentorat. Et donc, ces éléments, ils vont aussi être consolidés dans ces supports de communication dont on vous parlait à l'instant, qui seront mis à votre disposition. Et donc, il y aura notamment, par exemple, ce petit flyer qui reprendra une bonne partie de ces éléments, sur lequel vous pourrez vous appuyer pour vous aller présenter auprès des référents, auprès des éducateurs, pour qu'eux-mêmes puissent s'appuyer dessus pour aller partager la démarche aux jeunes. Voilà pour la section communication auprès des jeunes. Il nous reste une quinzaine de minutes. On aimerait vous partager les quelques bonnes pratiques qu'on a pu consolider sur le sujet au fil des ateliers qu'on a réalisés jusqu'à maintenant. Donc vraiment ces ateliers qui ont été réalisés avec les départements. Et ensuite, on se gardera un petit temps pour les questions-réponses qui ont été listées dans le chat. Donc, en termes de bonnes pratiques, pour communiquer autour du mentorat, un peu en synthèse de ce qu'on s'est dit aujourd'hui et de ce qu'on a pu entendre de notre côté, on identifie 3 types de bonnes pratiques. Des pratiques qui permettent vraiment d'organiser la mobilisation des acteurs, des pratiques qui permettent de vraiment communiquer autour du mentorat, et enfin, des bonnes pratiques qui permettent d'étendre la communication en dehors des acteurs de l'ASE. Donc, pour ce qui est relatif de l'organisation de la mobilisation, il y a 2 types de sujets, il me semble. Déjà, pensez, comme on disait tout à l'heure, à ne pas hésiter à organiser des visios régulières pour présenter le mentorat à tous les nouveaux travailleurs sociaux et partenaires du département. Donc, c'est-à-dire, si maintenant on fait un pas en arrière avec tout ce qu'on s'est dit en termes de contenu et de messages, notamment faire passer aux jeunes, si on revient sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place et qui marche bien et qui permet de vraiment lancer cette dynamique à l'échelle du département sur le mentorat, en fait, un élément qui marche particulièrement bien, c'est ce côté marteler le message, quoi. Organiser des visios régulières et s'assurer que le maximum de gens possible entendent parler du sujet, et comme le disait Julie, qu'ils en entendent parler et qu'ils soient alignés sur le niveau de discours. Parce qu'en fait, on part d'un niveau assez loin pour le moment et il va falloir relancer et marteler sur le sujet. Le deuxième point qu'on nous a fait remonter aussi et qu'on trouve assez intéressant, c'est d'éviter aussi de marteler, mais aussi éviter de pressuriser, entre guillemets, les éducateurs et les référents pour ne pas avoir de ciblage forcé qui peuvent mener à des mentorats qui peuvent s'arrêter en cours de route parce qu'en fait, on a des jeunes qui peuvent être un peu engagés sur le papier quand on leur en parle au début. Et puis, en fait, quand il faut passer à l'action, c'est plus tellement ça, quoi. Sur la question de la communication autour du mentorat, donc une fois qu'on communique et une fois qu'on arrive en séance pour parler avec des gens et communiquer sur le mentorat, nous, ce qui nous paraît important, c'est d'arriver avec le bon niveau de discours en fonction des interlocuteurs. Donc en fait, si vous êtes en train de parler à des chefs de service ASE ou si vous êtes en train de parler à des éducateurs, vous allez peut-être faire un peu varier votre niveau de discours. Et par ailleurs, si vous parlez avec des assistants familiaux, en fait, ça va être encore un peu différent. Et quelque chose qui peut permettre d'étayer ou d'illustrer ce niveau de discours, dans un premier temps, c'est déjà de toujours réancrer ce que c'est le mentorat, bien représenter, cadrer la notion de mentorat, et bien répondre à toutes les questions potentielles que ça peut poser. C'est quoi le rôle des mentors? C'est quoi leur formation? C'est quoi la prise en charge? Qu'est-ce qui a fait en termes de prise en charge des spécificités du jeune? Comment le binôme est suivi? Et voilà, répondre à toutes les inquiétudes, parce que en fait, c'est justement ces inquiétudes au sein des acteurs qui vont pouvoir constituer des freins par la suite et qui vont faire qu'un ASFAM ou un éducateur ne va pas lancer de mentorat. Et également, ce qui va permettre d'arriver avec le bon niveau de discours, ça va être d'assurer des témoignages et d'inclure des témoignages qui vont, et idéalement, en fait, des témoins qui sont au même niveau que les personnes à qui vous êtes en train de présenter. Si vous présentez à des ASFAM, en fait, c'est toujours intéressant d'avoir des ASFAM qui peuvent venir témoigner des difficultés qu'elles ont rencontrées. Donc voilà, faire témoigner différents acteurs et ne pas hésiter à les inviter en visio. En fait, c'est OK de ne pas avoir des acteurs qui sont là en présentiel. C'est toujours mieux, mais en fait, en visio, en 20 minutes, vous voyez, ça peut fonctionner. Et on peut aussi faire témoigner des jeunes.
Et alors là, on met un petit point d'attention. C'est intéressant d'avoir des témoignages de jeunes, et notamment pour aller convaincre d'autres jeunes. Et c'est tout l'objet de notre campagne de communication et de la vidéo qu'on est en train de formaliser. Mais ça peut aussi être intéressant d'avoir des témoignages de jeunes en direct. Attention, les jeunes ne sont pas forcément à l'aise de venir témoigner devant des gens en particulier. Donc dans ce cas-là, peut-être vous pouvez vous orienter plutôt vers des capsules vidéo, donc des toutes petites vidéos ou des petits extraits de témoignages que vous mettez à l'écrit et que vous mettez en avant pour aller communiquer avec d'autres jeunes. L'idée, c'est de ne pas faire témoigner ces jeunes devant une grande assemblée. Et enfin, pour ce qui est relatif à la communication en dehors des acteurs de l'ASE et vraiment du passage à l'échelle, ne pas hésiter à s'appuyer sur tous les échelons du département, notamment les élus qui peuvent porter politiquement cette démarche-là. Mais on peut aussi penser à d'autres acteurs qu'on n'a pas trop mentionnés jusqu'à maintenant. Ça peut être les juges pour enfants. Il y avait aussi Julie qui mentionnait les assistantes sociales. Voilà, ne pas hésiter à vraiment les inclure dans la démarche parce qu'on cherche une mobilisation collective sur le sujet. Et également, comme le disait Nicolas à l'instant, organiser des présentations aux jeunes. Donc ça peut être dans le cadre de conseils de la vie sociale, dans le cadre de conseils des jeunes, selon les instances qui existent au sein de votre département, au sein des établissements, organiser des présentations aux jeunes, c'est toujours intéressant. Et enfin, permettre aux associations d'aller mener seules leurs présentations. Donc comme je le mentionnais au début, des fois, il peut y avoir un peu de méfiance vis-à-vis du département. N'hésitez pas à considérer cette option de laisser les associations aller présenter seules sur le sujet. Et écoutez, je vais m'interrompre, je vais m'arrêter là en tout cas pour tout ce qui est de la présentation et de la restitution de nos éléments. Je vais peut-être donner la parole un petit instant à Madame Rosa, qui, je le sais, a mené une grande démarche de mobilisation des acteurs sur son territoire et qui a été un succès jusqu'à maintenant. Peut-être Natacha, on peut vous laisser dire 2-3 mots dessus. Et ensuite, on répondra aux questions qui sont dans le chat et à d'autres questions qui nous ont été remontées jusqu'à maintenant. Bonjour à tous. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je trouve que vous avez fait un bon travail, comme d'habitude, Break Cohorty. Il y a tout dans tout ce que vous avez dit. Il y a les différents types de communication. Je pense que, en tout cas, nous, ce qui fonctionne, après avoir fait des présentations en demi-journée, des présentations d'1 heure, et plus récemment, cette semaine et la semaine dernière, de 30 minutes, ce qui fonctionne, c'est les présentations en direct. Moi, ce que je trouve qui fonctionne très bien, c'est les capsules vidéo de mentors, mentorés qu'on a la chance d'avoir, qui sont très courtes, 1 minute 30 ou 4 minutes. Et si vous travaillez là-dessus pour les prochaines capsules que vous utiliserez pour la communication auprès des jeunes, je trouve que c'est eux qui en parlent le mieux parce qu'ils ils parlent vraiment de leur séance de mentorat, de ce que ça leur a apporté, parfois de façon très précise au niveau scolaire, orientation professionnelle, mais aussi en termes d'écoute au niveau psycho-affectif. On voit bien aussi la dimension mutuelle de l'apport. C'est le mentor qui apporte au mentoré et inversement. Ce qui fonctionne très bien dans le 06 maintenant, dans toutes les présentations, c'est on ne fait jamais de présentation seul, on est avec les associations et si on n'est pas avec les associations, nous sommes avec des professionnels qui témoignent. La semaine dernière et cette semaine, on est intervenu auprès des assistants familiaux dans le cadre de leur regroupement annuel et on est intervenu avec le témoignage d'ASFAM qui ont pu parler de leur témoignage auprès de leur père. Donc ça permet, et puis toujours avoir un temps de questions-réponses. Et puis après, avoir maintenant, nous, on a commencé dans le cadre de l'expérimentation en 2021. Donc maintenant, on est dans des actions ciblées de communication où en fonction des indicateurs et des tableaux de bord qu'on a mis en œuvre avec les associations, on va travailler par exemple sur certaines maisons des solidarités départementales qui ne se sont pas du tout saisies du dispositif ou avec certaines équipes ou certaines MEX. Parfois, au sein même d'une même association, on va avoir 10 structures, 10 lieux de vie. Il y en a 3 ou 4 qui utilisent beaucoup le mentorat et il y en a qui ont eu strictement les mêmes présentations avec les associations, avec des professionnels et qui n'utilisent pas. Donc là, on va pouvoir se mobiliser et puis proposer de nouvelles rencontres ou proposer des ateliers comme proposent certaines associations de mentorat pour venir stimuler le déclenchement, le déploiement du mentorat dans ces structures qui se mobilisent moins. Donc, c'est un petit peu tout ça. Et surtout,
on attend avec beaucoup d'impatience ce que vous allez nous proposer en termes de communication auprès des jeunes pour les rendre véritablement acteurs de leur parcours, puisque les professionnels, c'est à la marge, mais ça peuvent encore avoir des freins ou des représentations, une certaine appréciation du cadre légal, des fois qui est un peu… Il y a eu encore récemment des réflexions, alors soit le jeune est bon à l'école ou il n'a pas de difficultés scolaires, donc il n'a pas besoin de mentorat. C'est encore quelque chose qu'on entend fréquemment. Soit oh, il a déjà trop d'activités, alors que le jeune a dit qu'il voulait du mentorat. Il a trop d'activités, donc non, je ne suis pas d'accord. Mais à partir du moment où le jeune est d'accord et qu'il n'y a pas de contre-indication, il faut le mettre en œuvre. Donc voilà, il y a encore un travail à faire à ce niveau-là de pédagogie et de communication. Absolument. Merci beaucoup, Natacha, pour cette intervention. On a une petite question dans le chat de la part de Béatrice Pardoen qui demande s'il est possible d'avoir connaissance des indicateurs utilisés que vous mentionniez à l'instant. Alors, nous, on a mis en place 2 types d'indicateurs. On a mis en place des indicateurs vraiment comme dans tous les dispositifs avec les jeunes mentorés, la date de début du mentorat, s'ils étaient mentorés en année N-1, N-2, quel est leur mentor, la date de vérification des fiches SB2, ce type d'indicateurs. Et puis ensuite, d'autres indicateurs avec chacune des associations par rapport aux différents lieux de vie, aux différents services de milieu ouvert, parce que nous, on a ouvert à tous les jeunes confiés ou accompagnés à l'ASE, y compris donc tous les services de milieu ouvert. Et ça, c'est des tableaux de bord et des indicateurs qui nous permettent de voir, comme je vous l'indiquais précédemment, si dans une association ou dans le milieu ouvert, il y a des services qui n'utilisent pas du tout le mentorat. Et puis, ça va nous permettre justement de cibler. Une fois qu'elles se sont appropriées le dispositif, en fait, on n'a plus besoin d'intervenir et on disparaît totalement. Absolument. Et je me permets de compléter en vous rappelant que le 18 juin prochain, on a justement un webinaire sur les processus et les outils de pilotage et on pourra vous présenter justement les outils de pilotage qu'on va vous mettre à disposition pour pouvoir piloter la démarche de mentorat au mieux de votre côté. Il me semble qu'il y avait d'autres questions qui nous avaient été remontées en amont, Marion. Peut-être que tu les avais notées de ton côté. Oui, on avait une question autour du coup du temps d'attente de mise en place du mentorat. Quel est le temps d'attente? Est-ce que c'est parfois on m'a dit que ça pouvait être long dans la mise en place et on se demandait du coup si on avait pu avoir des retours là-dessus. C'est une très bonne question. Et écoutez, on va vous proposer une réponse et je laisserai aussi Natacha compléter sur le sujet. En tout cas, le mentorat, effectivement, quand ça va vite, quand la démarche est installée au sein du département, en fait, ça peut être moins d'un mois entre la première fois où l'association rencontre un éducateur et le moment où le jeune rencontre son mentor pour la première fois, sachant qu'entre les deux, il faut que potentiellement le dispositif soit, enfin en tout cas la validation et l'inscription aient été faites et que les deux aient été mis en relation. Après, dans certains départements, quand il y a des boucles de validation supplémentaires qui sont ajoutées, en fait, il faut avoir en tête que plus vous allez ajouter de boucles de validation, plus ça va mettre du temps. Donc, si par exemple, il faut avoir, je sais pas, l'accord de l'inspecteur, ça peut rajouter une boucle de validation supplémentaire. Si ça remonte au niveau du département qui redispatche le profil entre les associations, ça peut prendre un peu plus de temps aussi. Et en gros, ce qu'on entend souvent de la part des acteurs de l'ASE et des associations, c'est en fait, c'est pas mal de surfer vraiment sur la première fois où on a parlé aux jeunes et où il y a eu un vrai enthousiasme sur le sujet pour lancer rapidement la démarche, parce qu'il peut y avoir un peu de démobilisation si ça commence à mettre un peu trop de temps. Mais donc voilà, la réponse courte, c'est ça peut mettre autour d'un mois et dans certains cas, ça peut monter jusqu'à plusieurs mois s'il n'y a pas de mentor qui est disponible, s'il n'y a pas de mise en contact direct qui est réalisée, quoi. Et dans ce cas-là, il faut peut-être revoir un peu la demande, vérifier que le jeune peut être OK pour faire du mentorat en distanciel, voir comment ça peut être réajusté. Merci. Ah, on a une question dans le chat qui vient d'arriver. Existe-t-il des associations de mentorat dans tous les départements? C'est une très bonne question. Et voilà, je vais laisser Nicolas répondre à cette question. Bonjour Christine. La réponse est non. Force est de constater que les associations de mentorat n'ont pas une couverture territoriale complète. Et en l'occurrence,
Ça dépend ce qu'on entend par dans tous les départements. En fait, il y a plusieurs modes d'intervention des organisations de mentorat dans les départements. Certaines vont créer des antennes physiques, donc des lieux avec des salariés ou des bénévoles, depuis lesquels rayonneront les actions de mentorat, soit à l'échelle départementale, soit à l'échelle régionale, ça dépend. Et d'autres auront un fonctionnement plus centralisé, en ayant des bureaux seulement à Paris, mettons, mais avec du mentorat à distance. Et donc, il est possible que dans un département, vous ayez potentiellement des actions de mentorat qui soient développées, et en particulier pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, sans antenne. Donc voilà, ça dépend ce que vous entendez par existe-t-il des assos de mentorat dans tous les départements. Nous, on suit avec Break Poverty attentivement l'intervention des associations dans chacun des départements. On met à jour ces informations, parce que je pense que c'est la plus importante, de savoir quel asso intervient dans chacun des départements, que ce soit via des rencontres physiques ou du mentorat à distance, qu'il y ait des antennes physiques ou pas. Voilà, et cette information, vous pouvez la trouver sur notre site lementorat.fr. On a un onglet le collectif mentorat / nos membres. Absolument. C'est une cartographie qui est en train d'être mise à jour d'ailleurs avec les dernières informations qu'on a collectées. Je vois que Natacha lève la main. Moi, je veux juste compléter. Nous, dans les Alpes-Maritimes, on travaille avec 2 associations, une depuis 2021, une depuis 2023. Aucune des deux n'a de bureau dans notre département et c'est absolument pas un frein du tout au déploiement du mentorat. Donc, voilà, faut pas avoir de représentation par rapport à ça. C'est pas parce qu'une association n'a pas de bureau dans le département qu'elle va pas pouvoir développer un mentorat dynamique de qualité. Alors évidemment, ça nécessite de la disponibilité et puis des interactions pour développer des actions, mais il n'y a pas une obligation d'avoir des bureaux physiques dans le département. Absolument. Peut-être qu'on va répondre à une toute dernière question qui nous a été remontée, que Marion va nous partager, et puis ensuite on clôturera cette séance. On sait qu'on est déjà en train un tout petit peu de dépasser. Oui, on a dit là aujourd'hui que c'était intéressant d'avoir des témoignages, mais en fait, comment est-ce qu'on peut faire quand on est un département qui se lance et qui du coup n'a pas forcément d'exemple sur place? Eh bien, c'est une très bonne question. Effectivement, on vous encourage le plus possible à mettre en avant les témoignages parce que c'est ce qui marche et notamment auprès des jeunes, le bouche à oreille fonctionne. Et c'est un cas de figure dans lequel se retrouve tout un tas de départements. Écoutez, dans ces cas-là, si vous êtes, par exemple, dans une démarche, vous êtes déjà en discussion avec des associations et que vous voulez organiser votre première réunion de présentation sur le sujet, déjà, n'hésitez pas dans un premier temps à vous rapprocher des associations pour qu'elles vous mettent en contact avec des acteurs qu'elles pourraient connaître et qui pourraient promouvoir la démarche. Et puis, n'hésitez pas à vous rapprocher du collectif Mentorat ou de Break Poverty. On se fera aussi un plaisir de vous aider à identifier des partenaires sur le sujet. Est-ce que, Natacha, vous avez relevé la main? Oui, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que par le biais de Nadège Malti, vous pouvez tout à fait avoir les coordonnées d'autres départements. Et l'éducatrice spécialisée qui est intervenue tout à l'heure, elle peut tout à fait intervenir. Vous pouvez avoir une intervention d'ASFAM ou peut-être passer des capsules vidéo. Mais en tout cas, vous pouvez avoir l'aide d'autres départements. Les départements s'entraident beaucoup entre eux. Absolument. Merci beaucoup en tout cas. Écoutez, on vous propose de clôturer cet échange. Alors rapidement, les prochaines étapes de vos côtés respectifs, moi, ça va être se familiariser avec le contenu de cet échange et peut-être préparer la première présentation à destination des chefs de service ASO de votre territoire. N'hésitez pas aussi à contacter le collectif Mentorat et Break Poverty pour un premier, un deuxième ou même un troisième échange si vous avez des questions. Nous, on sera ravis de vous aider à préparer ces présentations. Et puis également, n'hésitez pas à participer aux webinaires à venir. Donc maintenant, il en reste bien, le prochain est planifié pour le 18 juin. C'est celui qui portera sur le pilotage du mentorat sur son territoire, donc en termes de processus, suivi, qualité, etc. Et puis également, on vous rappelle aussi que le 4 juin prochain a lieu une journée interdépartement à Paris, donc qui va être une journée de travail sur le mentorat de l'aide sociale à l'enfance. On a déjà une douzaine de départements qui seront présents parmi nous pour se joindre à ce temps d'échange collectif. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous souhaitez participer, si vous êtes disponible, on serait ravis de vous accueillir parmi nous. Et voilà, encore une fois, aux adresses qu'on vous communiquait, Nadège Malti et Alexis Bottelier au collectif Mentorat. On vous dit merci à tous, très bonne journée, bon après-midi et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.